Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais parler un peu avec vous de la si fameuse allégorie de la caverne de Platon. Il est assez important de rappeler, surtout dans un contexte où est sans cesse mis sur le devant de la scène les particularités individuelles des êtres humains, jusqu'à leur tendance au communautarisme, que nous baignons pourtant tous dans des torrents d'images, de symboles et de constructions rêveuses. Certains comme Carl Gustav Jung appellent ce rassemblement des hommes autour des mythes, de grandes images qu'ils portent tous en eux et qui leur permet de se comprendre, de se réunir autour d'un dénominateur commun, de se sentir de la même écorce et d'appartenir à une même épopée, celle de la vie. Au-delà de cette puissance sociale que confère le mythe ou l'allégorie, il permet aux hommes de comprendre des idées complexes, grâce notamment à ces images qu'il a en lui, qu'il a de ses ancêtres, de ses parents, de son environnement familier et plus lointain. Je vais vous présenter aujourd'hui une de ces allégories fondatrices. Il semblerait que Platon n'ait pas recouru à toute la puissance de son imagination pour écrire cette allégorie, mais qu'il a puisé aussi dans les mythes des pythagoriciens, une école de pensée antérieure très connue dans la Grèce de l'époque. Pour être plus précis, il paraîtrait, c'est en tout cas ce qu'affirme Diogène Laërce, que le philosophe a acheté un livre à un des derniers philosophes pythagoriciens encore existants, Philolaos de Crotone. Pythagore était en effet connu pour enseigner dans une caverne, aux côtés de 28 disciples qu'il aurait réussi à rassembler. L'allégorie va fonctionner sur une opposition en apparence assez binaire, manichéenne, entre d'un côté la demeure souterraine, obscure, sans lumière, et de l'autre le monde d'en haut, un monde supérieur où la lumière naturelle chatoie partout. On devine assez vite que le premier monde est celui de l'ignorance, des apparences, de l'enfermement, et le second est à l'inverse celui de la liberté, du savoir, du réel éclairé par notre faculté de raison. Le contexte politique et social dans lequel Platon a formulé cette allégorie est assez éloquent. La démocratie sociale de Périclès, qu'un consensus historique conçoit comme étant l'âge d'or des Grecs, est devenue tronquée suite à une succession de conflits et de guerres qui vont la pervertir. La Constitution portera toujours le qualificatif de démocratique, mais ce sera pour mieux tromper le peuple. Platon est fortement mécontent de ce changement, et de surcroît, quand c'est cette démocratie nouvelle qui va condamner Socrate pour avoir soi-disant perverti la jeunesse et introduit des dieux extérieurs au sein de la cité. Enfin, un dernier détail et pas des moindres, ne va pas lui plaire. Le succès des sophistes. Qui sont vraiment les sophistes ? Des sortes d'enseignants, de précepteurs que Platon voyait d'un très mauvais œil parce qu'ils faisaient payer des cours de sagesse, là où la sagesse doit selon lui rester gratuite et désintéressée. Et surtout, il voulait que la sagesse soit préservée de l'apparence d'une technique à acquérir. Tout ce préambule historique pour mieux comprendre la raison d'être de cette allégorie, qui est en fait une critique de sa propre cité, dans ses dérives qu'il regrette amèrement, comme la généralisation d'une corruption et d'un sentiment d'impuissance et d'injustice. Pour vous rappeler ce qu'on appelle communément l'allégorie de la caverne, des humains sont enchaînés dans une demeure souterraine, en forme de caverne. Ils le sont depuis leur naissance, de telle sorte qu'ils n'ont jamais vu directement la source de la lumière du jour, c'est-à-dire le soleil. Ils n'en connaissent que le faible rayonnement, qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Ainsi, des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne, par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Ces personnes ont l'air différentes de nous, et pourtant, observe Glaucon, l'interlocuteur de Socrate, elles nous ressemblent. Que se passerait-il si l'un d'eux est libéré de ses chaînes, et accompagné de force vers la sortie ? D'abord, il sera cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter, ce qui le fera souffrir. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut lui montrer. Alors, ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure ? S'il persiste, il s'accoutumera. Il pourra voir le monde supérieur, ce que Platon désigne comme les merveilles du monde intelligible. L'humain pourra alors prendre conscience de sa condition antérieure. Il pourra ensuite se faire violence et retourner dans la caverne, auprès de ses semblables, pour leur apporter sa connaissance de ce qu'il y a dans le monde supérieur. Mais ceux-ci
incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire. Platon conclut l'allégorie sur une question. Ne le tueront-ils pas ? Éminemment poétique, cette allégorie comporte d'importants enjeux. Comme je le rappelle maintenant, elle a été écrite dans un contexte politique de profond mécontentement. Les dérives de la démocratie sont selon Platon un signe éloquent d'obscurantisme, c'est-à-dire d'ignorance qui s'ignore elle-même. Au-delà d'un message réactif, voire réactionnaire, elle est un concentré d'idées que Platon ressasse dans nombre de ses œuvres et qu'il convient de rapporter ici. La première thèse de cette allégorie est qu'elle est de nature métaphysique, c'est-à-dire ce qui a trait aux choses qui sont cachées dans la nature ou qui lui sont supérieures. Cette thèse, la plus apparente, est la valeur de vérité et de connaissance que l'homme confère à ses propres sens, que Platon juge excessive. Pour ce dernier, la connaissance ne s'acquiert certainement pas par les sens. Au contraire, il l'en empêche. Ce que les sens des prisonniers perçoivent sont comme un vernis illusoire qui manque de voir de façon supérieure la chose telle qu'elle est vraiment. Les sens sont trompeurs et font écran à voir véritablement la chose telle qu'elle est. C'est un paradoxe car il s'agit de voir une chose pour ce qu'elle est, mais sans le canal de la vue. La vision est un acte qui se fait par le savoir et non par le banal sens de la vue. C'est le savoir qui permet de comprendre que toutes les choses qui nous environnent sont des illusions, mais qui se rapportent à des idées vraies, que Platon appelle aussi essences. Ces essences sont immuables, toujours vraies. Elles ne se perçoivent pas telles quelles et s'appréhendent par la connaissance. La table que je vois devant moi n'est qu'un reliquat, qu'un fragment vague et confus de l'essence de la table. Autre thèse proposée par Platon dans cette allégorie, par l'acte de savoir, l'homme peut accéder au bien absolu. Par un ensemble de procédés littéraires, Platon va distinguer le monde d'en bas, celui des illusions, des sens qui se trompent donc, et le monde supérieur, où les idées et les essences vraies règnent. Mais attention, confusion bien trop courante, cette distinction n'est que littéraire, car selon Platon, il n'y a qu'un seul monde tout de même. C'est juste qu'il comporte en son sein un aspect caché, sa vérité propre qu'il s'agit de trouver. Et cet acte de connaissance exige un effort redoutable, celui d'ignorer nos habitudes, de les surmonter, de ne pas se contenter d'apparences de vérité conférées par nos sens. En ce sens, d'ailleurs, l'homme doit continuellement progresser pour atteindre cette vérité cachée, quitte à affronter la douleur. Pour le prisonnier, la lumière de la vérité brouille la vue, et le vrai apparaît, dans un premier temps comme moins vrai que l'illusion que le prisonnier quitte, comme un arrachement. Les habitudes sont toujours confortables. L'expérience de les surmonter se fait souvent dans la douleur. Les yeux sont, rapporte Socrate, troublés par le passage de l'obscurité de la caverne à la lumière, car le bien n'est pas aisé à saisir lorsqu'on a connu que les apparences et la tromperie. L'humain régulièrement se trompe de bien. En visant un objet qu'il considère bon pour lui, le plus souvent, il ne vise au fond que l'agréable, le plaisir, l'avantageux. Mais ceux-ci peuvent s'avérer n'être qu'une apparence de bien. Ainsi, l'idée du bien, il faut l'avoir pour se conduire avec sagesse, soit dans la vie privée, soit dans la vie publique. Enfin, troisième thèse centrale qui frémit dans cette allégorie, le devoir du philosophe de lutter contre la nature humaine dans son déni de réalité. L'allégorie de la caverne permet à Platon, à travers le discours de Socrate, de définir le devoir du philosophe au sein de la communauté des hommes. Le philosophe, comme l'homme libéré, a pour mission de montrer aux prisonniers leurs erreurs. Ces derniers discourent sans fin sur les ombres, persuadés qu'elles sont la seule réalité. Ils ont besoin d'un tuteur qui détruise leurs préjugés et les aide à poser un fondement solide au savoir. Le philosophe souffre toutefois, lorsqu'il redescend dans la caverne, d'un manque de crédibilité. En effet, il est d'abord déboussolé et a besoin de temps pour se réadapter. Il est donc fort mal reçu pour ces mises aveugles qui ne croient pas en l'existence du monde des idées, pourtant le véritable monde, leur monde. Ils ne peuvent comprendre, dès ce moment-là, que l'être humain est une âme bien plus qu'un corps, alors que l'être humain est bien une âme immortelle, appartenant au monde des idées, une âme enchaînée dans un corps, prisonnier des apparences sensibles. Enfin, la philosophie d'autant plus nécessaire pour Socrate qu'il n'est pas naturel pour l'homme d'avoir si brutalement les yeux brûlés par la lumière du soleil.
le déni de réalité, est ainsi la première étape de la confrontation violente de l'esprit humain à l'inattendu, l'annonce d'une rupture, d'un rejet, d'une transformation radicale des habitudes aussi évidente que confortable. Platon dénonce le conformisme intellectuel dans lequel les habitudes d'opinion sont considérées à tort comme normes représentatives de la condition humaine. Cette allégorie résonne puissamment aujourd'hui, car elle a un appel à l'effort contre soi-même, contre le réseau de nos habitudes fiévreuses et des facilités de la conscience, et enfin, contre notre goût jusqu'à l'addiction pour le divertissement, et surtout aujourd'hui. Nous sommes inscrits dans une société qui cherche à nous stimuler de façon excessive jusqu'à saturation de nos sens. Loin d'être dans une pénurie de connaissances, comme a pu le redouter Orwell, nous sommes à l'inverse constamment sollicités par des connaissances dont la valeur en termes de vérité est toute relative. En effet, comment savoir ce qui est vrai ou faux à l'ère de la puissance galopante de l'intelligence artificielle, qui permet par exemple de créer des scènes complètement fausses, comme avec des personnalités connues. Il revient à l'homme de se retirer temporairement du monde, de solliciter sa raison critique et son goût pour la vérité. Cette allégorie est un appel à la raison dans sa faculté de critiquer, de juger, de prendre du recul, de mettre en perspective et d'interroger en profondeur la valeur des choses. C'est à nous qu'il incombe de faire cet effort et aucun maître, aucun autre ne pourra le faire à notre place. Kant reprendra bien plus tard cette idée, par sa formule dans son livre « Qu'est-ce que les Lumières ?», ose te servir de ton propre entendement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si tel est le cas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous.